Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous. Alors j'avais préparé, pour ne rien vous cacher, une intervention, et en fonction de ce qui a été dit ce matin et des échanges, j'ai essayé de la bouleverser complètement. Alors l'angle d'attaque que je vous propose, c'est de prendre les pluralités de l'ESPE, les pluralités à la fois institutionnelles, catégorielles, disciplinaires, et de vous montrer comment, sous l'angle d'un responsable universitaire, comment ça a été vécu par l'université au moment de la création et comment ça s'est passé depuis, en prenant la casquette d'un vice-président au conseil d'administration. Alors, l'ESPE, comme ça a été dit tout à l'heure en introduction, est un écosystème très particulier au sein du paysage universitaire. Il n'y en a pas deux. Tout à l'heure, je vais citer Daniel Filâtre, où il avait donné un autre exemple, mais je vais montrer qu'il est faux, en fait, cet exemple, et que l'ESPE est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complexe, finalement, par rapport à ça. Le premier point, c'est la pluralité institutionnelle. L'ESPE est la seule composante universitaire, ça peut être dans une commune, dans une université fusionnée, mais c'est exactement la même chose, la seule composante universitaire, finalement, qui associe d'autres universités. Souvent, elle est rattachée, les composantes d'une université, mais elle associe d'autres, sauf dans le cas des universités fusionnées, parce que même dans la commune, les mêmes questions se posent, et qui associe aussi l'employeur, qui est présent et qui a sa place, qui est même pilote, finalement, en quelque sorte, au moins au début de la construction. Et ça, c'est très particulier au sein du paysage universitaire. Je vais vous raconter une histoire, je sais que c'est après le déjeuner, j'ai essayé d'introduire des histoires pour garder l'attention. C'est presque une date anniversaire. On avait changé en 2013 de recteur. Donc l'ancien recteur était atteint par la limite d'âge à l'Académie de Nantes et on a le recteur actuel qui était nommé. Et ça ne m'était jamais arrivé, j'étais VPCVU, convoqué chez le recteur. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. Donc on va chez le recteur qui me dit très clairement « Mon prédécesseur n'a pas avancé sur un dossier important et sur lequel il faut s'occuper, c'est le dossier des ESPE. Rien n'a été fait dans cette académie-là. Donc là, l'université de Nantes était l'université intégratrice de l'UFM. Là, il va falloir aller et voici la ligne de travail. » L'employeur doit être actif, je vais nommer le doyen des IAEPR, mais de l'Académie de Nantes, qui va piloter avec vous, le directeur, etc. Je reviens, donc comme VP, je fais le compte rendu à mon président et à mes autres collègues VP. Là, tout de suite, c'était quoi l'autonomie des universités, les RCE, l'employeur, comment le recteur, chancelier, où il a fallu déjà à ce niveau-là, donc l'équipe dirigeante de l'université, faire passer le message qu'on va créer une structure. Cette structure, le recteur va être présent. Il y a l'autonomie des universités, mais il est employeur et il va y avoir un travail qui va être conduit avec eux. Et là, c'était complètement déjà l'équipe dirigeante de l'université. Je ne vous dis pas, je salue Loïc Clavier avec qui on a participé à beaucoup de réunions à l'époque où il était directeur. Je ne vous dis pas comment ça s'est passé au niveau des composantes, parce que chaque université a ses composantes disciplinaires et qui se voyaient chacune, entre guillemets, dépouillées de quelque chose qu'ils avaient et qu'on allait donner à l'ESPE, etc. Ça a été un travail monstre, mais je pense qu'on l'a vu qu'à Nantes et que vous l'avez tous vécu. Et en fait, l'ESPE, c'est la seule structure, c'est la seule composante, et c'est le seul écosystème comme ça. Je disais, je prends l'exemple de Daniel Filâtre, parce que j'avais assisté à la CPU à plusieurs réunions avec Daniel Filâtre pour monter l'ESPE, et l'exemple qu'il aimait prendre, c'est la faculté de médecine. Donc en disant, en fait, finalement, c'est pas compliqué. Vous avez l'habitude, au niveau des universités, vous avez des facultés de médecine dans lesquelles l'employeur est présent. C'est vrai et c'est faux. Parce que dans la faculté de médecine, l'employeur, le CHU, est présent. Même dans les recrutements, c'est-à-dire quand on veut recruter un PUPH ou un MCUPH, donc dans les commissions de recrutement, on a le DG, le directeur général de l'hôpital, qui est présent et qui va recruter un universitaire. Pourquoi ? Parce que cet universitaire va donner des cours, entre guillemets, mais surtout va gérer un service chez lui. Et donc va faire un service de soins, etc. Et il est présent. Et je peux vous dire, j'y participe comme vice-président. Je parle peu, j'ai même pas le droit à la parole. C'est le doyen de médecine et le DG du CHU qui décident. Donc moi, je suis juste là pour faire des petits mots comme ça au doyen pour dire est-ce que ça serait pas comme ça. Je n'ai presque pas le droit à la parole par rapport à ça. Et donc la faculté de médecine fonctionne comme ça. Sauf une nuance près. On a souvent une faculté de médecine dans une université et un CHU.
D'accord ? Le CHU n'est pas l'employeur de tous les médecins qui vont être diplômés de la faculté de médecine, heureusement, parce que là, il lui faut des postes quand même par rapport à ça. Alors qu'au niveau de l'ESP, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'il y a le rectorat qui est présent ici, mais il y a aussi les autres universités, et il y a aussi, et ça c'est ce qui est important, les composantes. Et là où ça change quand même, c'est que quand on a au niveau de l'hôpital, et c'est ça le défi qu'on doit relever à mon sens, quand on a le directeur de l'hôpital qui recrute et le doyen de médecine qui recrute, il y a une coopération, il y a un processus de coopération. C'est-à-dire le directeur de l'hôpital veut le meilleur praticien qui va piloter le service, et le doyen de médecine veut le meilleur chercheur finalement qui veut recruter. Alors que dans les composantes et dans les universités, je cite que Nantes, au début, ça a été vécu comme une concurrence. Et je crois que là où on doit faire tout un travail, c'est dire ce qui a été dit tout à l'heure. Et là, on doit, à la fois entre la direction des SP, mais aussi les vice-présidents, on a aussi nos responsabilités. C'est dire que c'est un bien commun et que c'est une chance pour l'université et les universités. Et donc, ce bien commun, c'est un projet de coopération et non pas de concurrence. Il ne faut pas que ce soit vécu comme une concurrence. Il y a du chemin, je crois que sous l'autorité de Loïc Clavier, on a parcouru un chemin au moins par rapport à Nantes, mais le chemin reste quand même, il y a du travail à faire par rapport à ça. Deuxième pluralité, c'est la pluralité disciplinaire. C'est-à-dire vous avez des composantes d'histoire, de mathématiques, etc. En fait, c'est la seule composante. Alors, on peut trouver par exemple une UFR d'histoire dans une université, mais on peut trouver une UFR de sciences humaines et sociales. Mais dans l'UFR de sciences humaines et sociales, on va trouver l'histoire, la socio, allez, je dis n'importe quoi, mais il y a peu de chances qu'on trouve la physique ou qu'on trouve les mathématiques. Parce que là, ça va être dans la faculté des sciences. Mais en fait, l'ESP, on retrouve toutes les disciplines pratiquement présentes au sein de l'université, sauf droit ou médecine et encore. On peut tout à fait... Donc, dans cette pluralité disciplinaire, il y a quand même tout un système qui s'installe de concurrence. Mais à mon avis, ça peut être une difficulté. J'entendais ce matin, on dit les maquettes sont mal faites, tout ça, mais en fait, quand les collègues qui portent les maquettes savent bien quand vous avez le collègue d'histoire qui estime que son cours vous 24 heures et en fait on ne peut pas lui enlever 6 heures parce que là les étudiants, vous êtes obligés à un moment de composer, de trouver les moyens pour fonctionner. Donc les maquettes sont mal faites, mais à un moment il y a la réalité du terrain. Par contre, ce qui me semble important dans cette pluralité disciplinaire, et c'est là où c'est une chance pour moi pour l'université, je vais vous raconter encore une autre histoire. Il y a quelques années, on a porté un IDEX, donc un projet d'IDEX, il y a 3 ans, c'est pas l'histoire. Il y a 3 ans, on a porté un projet d'IDEX sur la région Bretagne-Pays de la Loire, et on croyait être parmi les plus originaux au monde en défendant comme axe l'interdisciplinarité. C'est-à-dire, l'objectif n'était pas de faire un IDEX qui est porté par des disciplines, mais qui est porté par l'interdisciplinarité. Et en fait, au moment du passage devant le jury, on s'est rendu compte que tout le monde avait fait l'interdisciplinarité, que tout le monde portait l'interdisciplinarité. Et j'estime que l'ESP, l'éducation par définition, c'est pas une discipline. Bon, il y a les sciences de l'éducation, mais les sciences, ça prend S. Donc dans les sciences de l'éducation. Donc déjà, les sciences de l'éducation, on considère que c'est plusieurs sciences. La philosophie, la sociologie, la psychologie de l'éducation, il y a beaucoup. Je trouve que l'ESP est une chance pour les universités, ça peut être un modèle de ce que peut être l'interdisciplinarité. Pour peu, et là c'est le deuxième enjeu, le premier enjeu c'est de faire collaborer tout le monde et qu'on soit considéré comme un bien commun coopératif. Le deuxième enjeu, c'est on peut faire travailler tout le monde de telle sorte à ce que tout le monde puisse produire de l'interdisciplinarité au lieu de l'addition des disciplines. Ça serait un vrai enjeu de cette pluralité de l'ESP qui est la deuxième, la pluralité disciplinaire. La troisième, pour finir, et là qui est la plus compliquée, c'est la pluralité catégorielle. Tout à l'heure, je crois que vous avez dit que c'est le seul composant, on va du professeur des écoles jusqu'au professeur des universités, classe exceptionnelle 2, donc le plus haut qu'on puisse faire par rapport à ça. Je crois que c'est la seule composante qui a ça. Je prends le parallèle avec la médecine. En médecine, c'est un peu compliqué. On a aussi les assistants, les chefs de clinique. Avant qu'on arrive à MCUPH, on a en fait... la différence, c'est qu'en médecine... Dis non, je pensais être plus court. En médecine, ils n'ont pas d'heures, ils n'ont pas de service. Ils ne doivent pas faire 192 heures ou 80. Et là, cette pluralité catégorielle, on a du mal à la comprendre au niveau des universités, même si c'est une richesse. Et il y a tout un travail à faire. Pour finir, je crois que je veux finir en 2 phrases. Ça a été dit, ça a été souligné que l'ESP
Le caractère universitaire est fondamental pour l'ESPE. Je tiens à dire qu'en fait, c'est une chance pour les universités d'avoir l'ESPE aussi. Mais on a à travailler ensemble, il y a un chemin à travailler au niveau de l'université, parce que je crois que l'ESPE peut apporter beaucoup, à la fois au niveau de l'interdisciplinarité et au niveau de développer les processus coopératifs au lieu des processus concurrentiels entre les universités. Voilà.